hearing you're going to have new measures today about to give a hand about to make things better in the airport. Can you give us a bit of a preview of what tools you're going to use? Look, as I've explained to you and others and Canadians, is that over the last few weeks we've been really looking at examining the current resources and measures at airports. We've been working with airports and airlines, and we're constantly adding resources, but also looking at bottlenecks to address them. So when we have an announcement ready to make, you will hear about it. And what kind of resources are we talking about? I mean, CATSA, CBSA. We've been adding resources. We added 400 CATSA. CBSA added significant number of new staff, plus summer students. So we've been adding resources. Just about the vaccination, can you just clarify, because it's still an obligation to be vaccinated, to take training, etc. What's the process? Are you reconsidering that, and what will be the process? So, like every other public health measures we put in place, Cabinet debates it and looks at the evidence before it, consults experts, including Dr. Theresa Tam, and then we make a decision. And like we've done in the past, many of these measures are reviewed on a regular basis, and sometimes we make adjustments. The same will apply to this mandate. So is there an horizon to which we might expect a new decision or a change in the policy? Like you say, it's an ongoing process, but is it like every month, every 2 weeks? I don't know. It's not really that. It's not really structured with a time constraint. It's the COVID committee meets regularly, almost every week. The House is sitting. And we constantly have these discussions. Okay, but should I bet on the obligation to be lifted for this summer, let's say? So one thing I learned, that if I bet against COVID, I always lose. So I don't advise anybody to bet. Thanks for that financial advice. But and don't use crypto either. But look, I could bet with crypto. You don't want to, but that's up to you. But just stick with vaccination. I really can't give you a firm date because it's an ongoing process, but we've demonstrated in the past that when we think it's the time to adjust a certain measure, we do it really quickly. And it's upping it to 3 doses. Is that something being considered? As I said, all public health measures are typically discussed at Cabinet COVID Committee and then at the broader Cabinet. So we're discussing all of these issues. What about addressing bottlenecks? You mentioned that, we're looking at Pearson because of all the flights that are going there. Is there any conversation with airlines to allow maybe for other flights to other destinations, more direct flights within Canada, having other airports utilized more, since some seems to be funneled almost all into a few select airports, right? Yeah, so we are, of course, discussing bottlenecks. That's why we brought together working groups that include airports, airlines, CATSA, CBSA, and public health. And at that table that meets regularly, twice, 3 times, sometimes a week, discuss these things, and then come back with proposals and make adjustments. Well, when's the action? Oh, action has already been taken, so I'll give you an example. Yeah. International travelers who have a connecting flight now are no longer eligible for random testing. That way, so that we make sure that that random testing does not get in the way of them catching their flight. So we've made some adjustments. More adjustments are taking place. Well, what else could be done to alleviate the bottleneck? Well, until I'm ready to announce them, I can't tell you right now. But it's also important to note that this phenomenon is happening at airports across the world. I'm not saying this to say that there's no responsibility here. I'm just saying that we're witnessing similar phenomena across the world. Thank you. La devise, ça débloque? Écoutez, on aura plus à dire prochainement. Je pense que les collègues vont être en mesure de vous informer un peu plus là-dessus. Mais c'est clair que d'avoir une capacité pour la construction navale au pays, c'est important. Moi, j'ai toujours dit que c'est une question de souveraineté. C'est aussi un moteur économique important au pays, tout ce qui se passe au niveau de la construction navale. Alors, je pense que dans un contexte de sécurité comme celui-là, puis d'impact économique, vous savez, comme ministre de l'Industrie, pour moi, tout ce qui peut avoir il faut parler d'économie, hein? Tout ce qui peut avoir un impact économique. On le fait dans la biofabrication, on le fait dans le domaine de l'aérospatial, on le fait dans le domaine de l'automobile. Moi, je vous dirais, pour prendre les mots du président de Microsoft, Canada is on a roll. Et si je vous montrais seulement le nombre de messages que j'ai reçus ce matin, ça c'est juste en 2 heures, le nombre d'investisseurs qui veulent
participer parce que le Canada, le Québec devient, je vous dirais, le fournisseur de choix en matière de produits verts, que ce soit On peut l'aluminium. revenir sur la devise, s'il vous plaît. Parce que là, vous étiez parti. Non, mais vous me connaissez, c'est la passion. C'est la passion, on ne peut pas m'en vouloir à mon âge. Puis là, moi, c'est ça, je vous ramène. La devise, là, est-ce que les considérations de sécurité, notamment dans l'Arctique, ça change aussi la façon dont le gouvernement fédéral voit ce contrat-là? Bien, je pense que la question de la souveraineté est toujours là. Le contexte géopolitique, vous avez vu les engagements qu'on a pris au niveau de la défense. Le premier ministre était avec le NORAD hier au Colorado avec la ministre Anand. Moi, j'arrive de l'Europe. Je suis allé aussi en Finlande, en Suède. Alors, je pense qu'il y a un contexte géopolitique qui demande à chacun des pays de l'OTAN de réfléchir à la sécurité. Le fait que le premier ministre était hier au Colorado, c'est un signe aussi fort dans l'engagement du Canada d'être un partenaire stratégique, comme on l'a toujours été, avec les Américains sur la défense du continent. Quand on parle de l'entente avec Québec, quel rôle quelle conversation vous avez pu avoir avec M. Fitzgibbon là-dessus? Bien, avec Québec, vous savez, on travaille très bien. Quand on parle d'économie, quand on parle de création d'emplois, quand on parle de croissance économique, on s'entend. Vous avez vu... À propos de la devise spécifiquement? Écoutez, comme je vous dis, on en aura plus à dire, mais sur tout ce qui est de l'aspect économique, on sera toujours là avec eux. On l'a fait dans le domaine des batteries, on l'a fait dans le domaine de l'aérospatial. On va continuer de le faire parce que je pense que ce qui est dans la tête des Québécois et Québécoises maintenant, il y a une question d'inflation, il y a une question de coût, mais il y a aussi une question de croissance économique et c'est là-dessus, moi, que je veux mettre l'emphase avec nos collègues du Québec. Donc, une annonce imminente, Sorry, What are you hoping comes out of the meetings in Los Angeles? Well, I think to foster greater cooperation with our allies. I've always been, as a former foreign affairs minister, I always thought that we should do more on a north-south basis, that we should align with a number of countries in Central and South America, because I think there's great opportunities. We signed the Pacific Alliance with Chile. The president of Chile was here recently. I think that this is an economic zone where Canada can play a leading role with the Caribbean, with Central America, with South America. I think that we share similar values with a number of countries, not all in the hemisphere, but certainly in terms of economic integration, in terms of export opportunities, in terms of more integration in our economy. I think it would serve the people of South and North America to do more together, in my view. Le projet de charte numérique, est-ce que... Ça s'en vient. Ça s'en vient, puis travaux? honnêtement, ce que je demanderais, puis je suis content que vous me posiez la question parce que s'il y a un enjeu qui peut changer la donne au pays, c'est la charte du numérique. Ça coûte rien au Trésor et ça va nous mettre comme le meilleur pays au monde. On va être au rang de l'Estonie, par exemple, où la question de l'économie digitale, l'économie numérique va être au cœur de ça. On parle de protéger les enfants, d'avoir un chapitre sur la protection des enfants. On l'a tous vu, là. Hein? On vient de passer 2 ans en confinement. On a besoin de mieux protéger les enfants, par exemple, sur tout ce qui est numérique. On a aussi besoin, je vous dirais, de parler des algorithmes. Comment ces algorithmes-là prennent des décisions pour les gens aujourd'hui. Il y a besoin de transparence. Alors moi, mon rêve, mon objectif, c'est de mettre le Canada comme étant un leader mondial parmi les pays du G20 au moins, dans l'économie du numérique. Et ça, j'ai besoin des partis d'opposition, parce que ça ne coûte rien au Trésor. Hein, c'est le consentement de 338 députés et d'une centaine de sénateurs qui peuvent faire le Canada comme étant l'un des pays au monde de référence. J'étais au G7, là. On parle d'être une référence mondiale. Et je vais avoir besoin de la coopération des partis d'opposition parce que c'est ce que les gens s'attendent, c'est ce que les entreprises veulent. C'est une façon de mettre le Canada comme leader. Moi, vous savez, ma préoccupation, c'est toujours pas être dans la parade, mais d'être en avant. Ça, c'est une question de leadership mondial où on peut être un leader de l'économie numérique. On peut s'attendre à un dépôt... Rapidement. Mais je vais avoir besoin de la collaboration parce que je suis un député sur 338. Ça m'en prend quand même 337 autres pour participer avec moi pour faire avancer ça avec les sénateurs. Mais c'est sûr qu'une fois que ça sera déposé, je m'attends à ce que les gens prennent ça au sérieux parce qu'on parle de l'avenir du pays. On parle du numérique. Le Canada a déjà une place de choix dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est la cybersécurité, tout ce qui est quantum. Mais donnons-nous la position de leadership qu'on a besoin. Comme ça va attirer des entreprises, créer des emplois pour demain. Et on va attirer des jeunes, justement, dans ces métiers-là
pourquoi pas se donner cette position-là qui va faire que le monde va nous regarder en matière de Il n'y a pas digital. de commissaire à la protection de la vie privée en ce moment. Est-ce qu'il sera nommé bientôt? Just in English, there's no timeline for the digital charter? Well, timeline is very quick. What I was saying is that I'm really looking forward to that because that would put Canada at the forefront of the digital economy in the world. You're not talking just among the G20. But it's going to be incumbent upon the opposition parties to work with me. It's not something that's going to cost anything to the Treasury, and that's something that can put, we want to talk about the economy. Let's put the digital charter. The data economy, the digital economy will put Canada at the forefront. I'll need the support of colleagues, but I think that Canadians would expect in the time where we need to talk about the economy, this is a great step to put Canada at the forefront. Yeah, the deal the NDP one, how many more CBSA people need to be hired at airports to try and relieve the backlog that they're facing? Well, there's no doubt that we need to put a full court press on, and we are adding additional CVSA officers. We're also adding additional CATSA officers. I also think it's important that we work closely with the airline industry to see that more flight staff are coming back, and just the entire ecosystem around travel requires a full court press, and there needs to be a full acknowledgement about that. I would say since the low point of the pandemic, travel's up 700 or 800% in that range, which is, I think, a really good thing. And right now, the latest statistics that we have is that roughly 3%, only 3% of all travelers at Pearson and Vancouver International are waiting more than a half hour. So that's not to excuse it. We need to continue to make progress, and we'll continue to work with all of our stakeholders. The wages for those workers need to go up to get more staff hired on, make that a more attractive job? I mean, I think what I would say is compensation is very much within the purview of labor relations, and there are ongoing discussions all the time between agency and deputy heads and labor to make sure. And I just think what's most important right now is that when travelers make plans, that they're able to go through the border, get on a flight, get off, and get to where they're going, and come home as quickly as possible. Is this a people problem, a pay problem, or is it largely a Pearson problem? I think it's, in fact, a global challenge. Speaking quite candidly, I don't think Canada is the only country where we're seeing some delay at airports. And the fact of the matter is that coming out of the pandemic, making sure people are back to work, making sure that we're transitioning with those resources in a way that can handle the increases in travel volume is not something that is restricted to Canada. But we're committed to doing a full court press until we continue to see travelers get back to smooth times. So we want. I wonder if you just clarify something on one of the officials said at committee about the Emergencies Act, Yep. and how there was never like an official request like, hey, Minister, we need the Emergencies Yep. Act. Was it a case of police officers and others said to you, this is what we need to get this done, and when you looked at the list of demands, concluded the option was the Emergencies Act? Is that what happened? Did anyone ever explicitly say, Minister, please invoke the Emergencies Act? Let's just go back and just be really clear about this. In the throes of January and February of this year, we found ourselves amidst an unprecedented public order emergency, and that is in the words of the Canadian Association of the Chiefs of Police. Before we invoked the Emergencies Act, we consulted extensively and meaningfully with law enforcement precisely on the powers that were needed to restore public safety, which then found themselves in the Emergencies Act. So in the course of those discussions, it was understood by all that you needed to invoke the Act to give the police the powers that were necessary to fill in the gaps, which again, in the words of the Canadian Association of Police, needed to be filled to restore public safety. But I just want to be clear, that was a conclusion you came to, government came to, cabinet came to. No one said to you, we need the Emergencies Act. When you looked at the sum total, cabinet decided it is absolutely a cabinet decision, right? It is the purview of the government to make a decision around do we or do we not invoke. But my point is that in the lead up to that decision, we sought the advice, and the advice given by police, as confirmed by Commissioner Lucky, who has said, among other things, that while we were dealing with challenges at the border, there were challenges in procuring tow trucks. That power found itself in the Emergencies Act, and it could not be granted to the police without its invocation. Sur les délais dans les aéroports, sur les délais dans les aéroports, ça fait plusieurs semaines. Qu'est-ce qui reste dans la boîte à outils du fédéral? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Mais comme j'avais déjà mentionné, il faut prendre une approche qui est full court press. Donc, il faut ajouter des ressources à la ACFC, à CATSA. Il faut travailler en étroite collaboration avec toute l'industrie à l'aéroport. Il y a des défis encore, mais on avait fait beaucoup
beaucoup de progrès entre le bas point pendant la pandémie et à l'heure actuelle. Le pourcentage de voyageurs a augmenté 700%. Donc, il y a de bons progrès. Et encore, à l'heure actuelle, l'aéroport à Toronto et Vancouver, il y a environ 3%, seulement 3% des voyageurs qui attendent plus de 30 minutes. Donc, il y a des progrès, mais il faut aller plus loin. C'est quoi la prochaine étape, alors? De continuer de travailler ensemble avec tous les stakeholders dans cet espace parce qu'il y a des délais encore et on veut que tous les voyageurs, tous les Canadiens et Canadiennes peuvent voyager avec le moins d'obstacles possible. On dit que oui. Le trafic est à 70% de ce qu'il était avant la pandémie en 2019. Pourquoi, même s'il y a près de 30% moins de trafic, on a de la difficulté déjà à répondre à la demande? Et qu'est-ce que ça va faire quand le trafic va revenir au niveau avant la pandémie? Mais écoute, nous sommes dans une période de transition, OK? On sortir le plus bas période de la pandémie, c'est une bonne chose. On a fait des progrès à la frontière, particulièrement à l'aéroport, mais on sache qu'il y a encore de travail à faire. Et c'est exactement la raison que le gouvernement va mettre le focus de travailler ensemble avec la SFC, CATSA, l'industrie pour augmenter l'efficacité des voyageurs. OK? Merci beaucoup. Did any police, head of police, police chief, Commissioner Luckey, specifically ask for the government to invoke the emergency? Well, again, I just want to be absolutely clear about this, that prior to invoking the act, we sought the advice of law enforcement who asked, and this is the advice, for certain powers which could not be granted to them without the invocation of the Emergencies Act, which is exactly what you would expect So the government... advice, not request. I mean, this is what I'm trying to be specific to. Yes. You never received a request from law enforcement to invoke the Emergencies Act. The request was for the powers which required the invocation of the Emergencies Act, and you couldn't grant those powers. For those powers. Yes, and you heard Commissioner Luckey explain that very clearly when she said, look, we couldn't get tow trucks at the time, and therefore, as a result of that, we granted a power under the Emergencies Act, among others, to make sure that they could restore public safety, which is what we did. Thank you very much. Merci. On apprend ce matin qu'il y a des négociations donc, avec la DV pour éventuellement un contrat pour joindre la stratégie navale. Vous attendez à quoi de ces négociations-là? Qu'est-ce que vous voulez voir, dans le fond? Bien, d'abord, moi, je trouve que c'est une grande nouvelle pour la région de Québec. Et c'est tout à l'honneur des travailleurs et des travailleuses de la DV parce que c'est grâce à leur talent, leur savoir-faire, leur expertise qu'on va pouvoir regarder pour les prochaines années la construction navale ici chez nous au Québec. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour la stratégie nationale de fabrication de navires au Canada parce que c'est une question de souveraineté. Ça va avoir des retombées économiques importantes avec plusieurs parce qu'il faut savoir qu'on parle de la DV, mais on parle de centaines de petites et moyennes entreprises qui contribuent à ça. Et vous savez, comme ministre de l'Industrie, pour moi, c'est important de rebâtir, comme on l'a fait au niveau de l'aérospatial, comme on le fait au niveau de l'automobile, comme on le fait au niveau de la biofabrication, de garder ces compétences-là, parce que vous savez, les gens qui travaillent dans le secteur, c'est des gens avec énormément de compétences, on parle d'énormément de valeur ajoutée, donc d'avoir cette expertise-là qu'on va pouvoir mettre à profit au sein de la stratégie nationale de construction de navires, c'est une très bonne nouvelle. Mais pourquoi on se tourne vers la Navy maintenant? Pourquoi pas avant? Est-ce que le contexte actuel fait en sorte qu'on n'a pas le choix? Est-ce que les autres partenaires... On a toujours le choix, mais je pense que moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde la DV, c'est grâce au talent des travailleurs, leur expertise, leur savoir-faire. Quand on regarde une stratégie nationale, puis on regarde où sont les talents au pays pour nous permettre de livrer à temps les navires dont la garde côtière a besoin, dont la marine canadienne a besoin, bien, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on se tourne vers les travailleurs et les travailleuses de chez nous, de Lévis au Québec, qui vont pouvoir contribuer. Et je sais, je suis allé les rencontrer déjà. J'ai vu aussi des autres chantiers à travers le pays. Ces gens-là ont un sens de mission. Ils veulent mettre à profit leur talent, leur savoir-faire, leur expertise pour servir le Canada dans un moment où on sait que la sécurité, la souveraineté, dans une géopolitique de plus en plus complexe, c'est très important. Et tant mieux si ça nous permet de livrer des navires dont la garde côtière, la marine royale canadienne a besoin à temps. Ça va aider justement dans cette stratégie-là nationale.
Puis, ça va permettre aussi de garder des emplois qui sont payants aussi. Ben oui, ben c'est des emplois de qualité. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir cette capacité-là du côté de l'Atlantique, on a cette capacité-là du côté du Pacifique, on aura cette capacité-là aussi au niveau du Québec. Alors moi, comme je vous dis, c'est une très bonne nouvelle pour la région de Québec, c'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs, évidemment, de la DEVI, mais toute la chaîne d'approvisionnement qu'on va moderniser, qu'on va créer, évidemment, au Québec. C'est une bonne nouvelle aussi pour la stratégie nationale parce qu'on a besoin de beaucoup de navires pour, évidemment, rentrer en service rapidement. Alors, d'ajouter à ça l'expertise des gens de la DEVI, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Dernière question, vous avez parlé de souveraineté, l'importance d'un pays de pouvoir produire ses propres navires, ça, dans la souveraineté d'aujourd'hui. C'est important. Bien, c'est important parce qu'on l'a vu, vous savez, quand on est arrivé, prenez dans le cas des vaccins, par exemple. Tu sais, quand on est arrivé dans le cas des vaccins, on a vu que d'avoir, puis vous savez, ça a été ma mission un peu de ramener la production chez nous parce qu'on sait qu'en temps de crise ou lorsqu'on a besoin de produire, bien, de ramener ça chez nous, c'est une très bonne nouvelle parce que quand on parle, par exemple, d'équipements comme celui-là au niveau maritime, c'est un choix que le Canada a fait de garder cette capacité-là chez nous pour la question de la souveraineté. C'est vrai chez nous, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans plusieurs pays européens. Puis on a vu cette importance-là, par exemple, comme je disais, dans le temps des vaccins, où on s'est dit, bien, c'est mieux d'avoir une capacité domestique, de pouvoir produire ces biens-là, de développer les capacités chez nous, de développer le talent chez nous et même voir exporter un jour. Alors, pour moi, autant, comme je vous dis, on l'a fait dans la biofabrication, autant on le fait dans l'aérospatial, autant on le fait dans l'automobile. Mais là, on est en train de le faire aussi au niveau de la construction maritime. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est le genre de choses dont on a besoin d'avoir ces talents-là, cette capacité-là, ce savoir-faire-là chez nous. Merci tout le monde. Bonjour, M. Arsenault. Oui, allô. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le commissaire aux langues officielles, qui dit qu'on avait obligé le bilinguisme pour les hauts fonctionnaires au niveau fédéral, dans la fonction publique? C'est quoi votre opinion? Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis très d'accord avec ça. J'ai jamais caché ma position. D'ailleurs, vous pouvez me suivre dans les journaux chez nous. Lorsque j'ai dû me prononcer, je trouve que les postes de ce niveau-là doivent être des postes où le bilinguisme est obligatoire. Ça fait partie des compétences. C'est toujours comme ça que je l'ai vu. Donc, je suis très d'accord avec cette vision. D'ailleurs, c'est celle que j'ai depuis longtemps. Gouverneur général, ça n'est plus absolument la même chose. Pour la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, je pense qu'il y a suffisamment d'anglophones et de francophones bilingues. C'est qu'il y a une dichotomie, il y a une polarisation qui se fait comme si il n'y a pas d'anglophones qui sont bilingues. Alors, quand on doit alterner entre les francophones et les anglophones, il y a suffisamment d'anglophones qui font l'effort. C'est difficile, la langue française. C'est une langue qui est assez difficile, donc il y a suffisamment de candidats de qualité et de calibre. Je pense qu'on est en train d'apprendre une bonne leçon. Puis, je pense, en tant que Canadien, on vient d'entendre une leçon là, de ce qui s'est passé au cours de plusieurs décennies qu'il faut corriger. Il faut corriger la situation. L'opinion de la ministre des Langues officielles qui a dit hier en Chambre que la première heure de votre comité de lundi, c'était du gaspillage. Ça a été du gaspillage par rapport à nos témoins, ça a été du gaspillage par rapport à nos témoins. C'est vrai que c'est difficile quand... Ça fait 7 ans que je suis ici. Il y a souvent eu des comités, d'autres comités sur lesquels j'ai siégé. Quand il y a des témoins qui attendent et qu'il y a des procédures qui doivent se faire et on les fait attendre, moi, je trouve ça dommage. Ça devient embarrassant, mais écoute, on est dans une démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est malheureux, mais on ne se tire pas la mitraillette. On a cette chance-là de vivre au Canada. Alors, dans ce sens-là, je trouve ça vraiment dommage. Et oui, c'était du gaspillage. OK, mais est-ce que les députés de votre propre parti, vous allez leur envoyer le message que ce genre de motion-là, c'est la troisième fois, je comprends qu'ils en présentent, là, de ne plus en présenter, puisque c'est du gaspillage, semble-t-il? C'est pas dans ce sens-là que Mme la ministre a partagé, nous a fait part de sa position. Elle a reproché à l'opposition de gaspiller du temps. Si j'ai bien compris, j'étais là, je présidais, vous étiez là vous aussi. Je pense que ce qu'on a bien compris, c'est qu'il devait y avoir une entente quelconque pour procéder assez rapidement à cette motion-là. Ça s'est pas fait. Et même que le proposeur de cette motion-là a essayé de revenir à reculons, je vais l'enlever, oublions ça. Et encore là, on s'y opposait. Donc, vous voyez, c'est pas de la mauvaise foi, certainement pas. Les langues officielles, c'est un sujet terriblement délicat au Canada. Ça fait partie de notre vie de Canadien, en tout cas. Ça fait partie de la mienne. Puis je pense que tout le monde a ses opinions, tout le monde doit les partager, tout le monde doit les entendre et les écouter, les comprendre surtout. Donc moi, je pense que non, c'était du gaspillage par rapport à nos témoins qui devaient entendre. Mais j'ai vu ça dans d'autres comités dans les années passées. Souvent des motions, des arguments, et on les fait attendre. Ils se sont préparés.
Puis vous savez comment c'est difficile dans un comité. Nos règlements sont faits qu'on a 5 ou 6 minutes à poser des questions et à entendre les réponses et on passe à l'autre. C'est fait que c'est dans ce sens-là qu'on se dit c'est du gaspillage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais la motion n'était pas du gaspillage. Je vous ai bien compris. On est au Parlement canadien. On respecte les règles et les procédures. Merci.